qualifier. Le sélectionneur national Aliou Cissé est revenu sur la situation de certains joueurs et sur leur état de santé. Et les garçons qui sont petit à petit en train d'y sortir, que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Gana Gueye et Nampalys Mendy ont repris les entraînements depuis le 9 qu'on est arrivé là. En partant de Dakar, Ballo Touré avait une petite pointe, une gêne derrière le mollet. En réalité, on a voulu vraiment le préserver, mais il a repris les entraînements. Nous pensons que nous pourrons le récupérer dès la semaine prochaine. Youssouf Sabaly, son genou va bien aussi. Je crois que dans le souci, les médecins ont voulu quand même le préserver parce qu'il a senti une douleur aussi, lui aussi, au mollet. Mais nous espérons vraiment pouvoir les récupérer d'ici la semaine prochaine. Donc, retenez juste que Gana est de retour, même s'il n'est pas à 100%, je peux compter sur lui. Nampalys Mendy a fait un gros travail. Aujourd'hui, il est prêt. Pour Matar Sarr, en réalité, c'était plus de peur que de mal, mais on a préféré quand même le garder tranquillement et l'amener petit à petit à intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes optimistes pour Sabaly et Balovic. L'heure de jeu est à 14h. Le sélectionneur national du Sénégal constate les difficultés liées au choix de la CAF. Les heures de match, 14h pour jouer au football en Afrique, tout le monde est au courant que à 14h d'Alger jusqu'à Cape Town, Addis Abeba jusqu'à Dakar, en passant par le Congo, il fait très chaud en Afrique. Mais comme je le dis, je le répète toujours à nos joueurs qui viennent d'arriver, nous sommes en Afrique, c'est la CAN, ce n'est pas la Champions League, ce n'est pas la Coupe d'Europe, c'est le continent africain. Il nous faudra nous adapter à cette situation-là. Et je le disais qu'il n'y a aucun médecin, en tout cas, qui préconiserait de jouer à 14h. Si les choses sont faites ainsi, c'est à nous de nous adapter le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de caler nos entraînements justement à cette heure-là, 14h. Il y en a eu 2 depuis que nous sommes là. Je peux vous garantir qu'il fait très 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 chaud pour jouer au football. Mais à nous de nous adapter. Voilà. Faisons appel bien sûr à la CAF au niveau des planifications des matchs, au niveau des heures, des horaires, de regarder un peu plus davantage si on veut que ces spectacles-là soient là. À 14h, il est difficile de jouer au football. Pour les Sénégalais, l'humilité est mise et le respect des adversaires un impératif. Les Lions, selon Aliou Cissé, ont 3 finales à jouer dans ce groupe C. Sénégal-Gambie, ce sera ce lundi à partir de 14h. Les champions d'Afrique entrent en lice dans la compétition face aux Scorpions, un match de Coupe d'Afrique où les 2 pays frères seront le temps de la rencontre des adversaires. Le bus rapide Transit est officiellement inauguré hier, a été officiellement inauguré hier et pour l'occasion, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage au peuple sénégalais qui a exprimé toute sa gratitude à son endroit. Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci s'il vous plaît, merci beaucoup. Je voudrais avant toute chose remercier les populations de Dakar que j'ai pu voir tout au long du trajet qui m'a amené de Gadaï à la place de la Nation. J'ai pu lire le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu'elles soient ménagères, ouvrières, jeunes, enfants, religieux. Ce BRT, sous nos BRT, c'est pour vous. Je salue le président de Dakar Mobilité, je salue le directeur général du CETUD, le directeur général de l'AGEROUTE, les représentants de la société Meridiam et de toutes les entreprises partenaires qui ont œuvré inlassablement pour la réussite de ce projet. Le 19 octobre 2019, je procédais à Guédiawaye au lancement des travaux
du projet bus rapide transit. Et je suis d'accord avec Stéphane Volant qu'on peut le débaptiser bus rapide de la Teranga. Le premier du genre dans notre pays, mais également en Afrique de l'Ouest. Et après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Car gouverner, c'est prévoir. En effet, selon les dernières données démographiques, la région de Dakar compte près de 4 millions d'habitants, exactement 3 896 564, et devrait atteindre 7 millions à l'horizon 2040. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de déplacements quotidiens qui était de 7,2 millions en 2015 sera de 14,5 millions de déplacements, soit exactement le double en 20 ans. En outre, une étude réalisée en 1998 et actualisée en 2022 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution automobile, de la congestion et de l'insécurité routière. Alors, plus nous attendons et plus nous perdons et plus nous dépenserons dans des solutions encore plus compliquées et plus coûteuses. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire que l'inaction coûte plus cher que les projets que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi nous avons réalisé coup sur coup le TER et le BRT en cohérence avec le plan Sénégal émergent, notamment dans son axe premier consacré à la transformation structurelle. Le BRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. Ainsi, sur un linéaire de 18 km 300, jalonné de ses 23 stations, à travers 14 communes traversées, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. Pendant ce temps, le collectif des conseillers municipaux crie à l'injustice face à la presse. Ses membres affirment d'être victimes de discrimination de la part de l'État du Sénégal. Leur principale revendication est bien que le président de la République s'attelle à la revalorisation du statut de conseiller municipal. Écoutons à ce propos Tchorgaïa au micro de Djafraba. Compte plus de 26 000 au niveau du Sénégal. De ce fait, nous lançons un appel au président de la République, au ministre de tutelle, au président de l'Association des maires du Sénégal pour une revalorisation de ce statut-là. Nous sommes laissés en rade, alors qu'au niveau des conseils, ce sont les conseillers municipaux qui abattent la plus grande partie du travail. Nous sommes plus proches de la population. Et à notre grande surprise, les maires et les adjoints aux maires ont négocié
Et ils ont laissé en rade les conseillers municipaux. C'est ce qui nous a poussé à nous réunir ici. Et nous allons nous battre. Et c'est un combat que nous lançons. Et nous lançons un appel à tous les conseillers du Sénégal de nous rejoindre dans ce combat-là. Parce que c'est pour réparer une injustice. Parce qu'il faut le dire, c'est une injustice. Et devant le jury du dimanche, Malène Amadou Niang estime que les pays africains, avant de parler d'émergence, devraient d'abord s'assurer de l'équité sociale et territoriale, de la distribution équitable des ressources et d'un service administratif pour tous. La synthèse, c'est un journal digité avec Pape Boubacar Beng. Pour l'expert en politique publique, les politiques gouvernementales doivent absolument veiller à la prise en charge des personnes vulnérables. Aujourd'hui, une personne handicapée, vous ne pouvez pas définir des politiques publiques pour elle en vous focalisant sur le handicap. Il faut voir comment développer une approche transversale qui prendrait son handicap et le mettrait en lien avec l'accès aux services auxquels il a droit. Lorsque vous regardez des politiques que vous développez pour des personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés, des quartiers non édificandis, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question de la sécurité. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question de l'inflation. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question du cadre géographique qui les place déjà dans cette situation de vulnérabilité. D'où la mission de l'ONG IBP, une organisation internationale évoluant dans l'accompagnement des gouvernements, une dizaine en Afrique. Un mouvement citoyen pour la mise en place de politiques publiques efficaces. Son directeur pour le Sénégal, Malène Amadou Niang, soutient qu'il faut aux citoyens des infrastructures de qualité. L'essentiel de la démarche repose sur l'hypothèse selon laquelle l'individu en société a droit à un capital humain de qualité. Et ce capital humain-là, pour qu'il se développe, c'est de la santé, c'est de l'assainissement, c'est de l'éducation, c'est de l'accès à des services sociaux de base, mais c'est également l'accès à un milieu de vie qui lui permet de conserver sa dignité. L'approche de l'ONG IBP, travailler avec les groupes vulnérables, selon son leader au Sénégal. Dans cette optique, la nature de leurs relations avec le gouvernement repose sur le respect mutuel, dit-il. Ce respect, il est guidé par un principe fondateur, c'est respecter les lois et règlements qui commandent nos interventions dans les pays, notamment au Sénégal. Nous sommes une organisation de savoir, une organisation de connaissances, une organisation d'information, de formation, d'appui technique, de soutien aux populations. Si tant est que nous nous limitons à ce qui est notre travail, c'est-à-dire d'avoir des analyses factuelles qui reposent sur des faits constatés, qui reposent sur des réalités vécues, je ne pense pas que nous pourrions avoir un problème avec, ne serait-ce pas seulement le gouvernement, mais l'ensemble des acteurs. Une organisation non gouvernementale, et je pense que son rôle, c'est d'être à côté des citoyens et de rendre compte de la situation vécue par les citoyens, mais également d'aider les gouvernements à développer des politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Sur les financements des ONG, décrits parfois nébuleux, Malène Amadou Niang rassure, les sources de financement de l'ONG IBP sont retraçables, soutient-il. Elles viennent de la coopération multilatérale et des grandes fondations, selon lui. Et nous terminons ce journal digité par l'actualité sous-régionale. Bonjour à vous, Malé. Oui, bonjour à toi, Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Et nous démarrons l'actualité sous-régionale au Zambie. Plus de 350 morts dans l'épidémie de choléra. Oui, Amina, une terrible épidémie de choléra fait des ravages en Zambie, provoquant des centaines de décès et touchant des milliers de personnes. La maladie transmise par la consommation d'eau et d'aliments contaminés a créé une atmosphère de tension insupportable devant le stade ROS de Lusaka, où les familles attendent désespérément des nouvelles de leurs proches pris en charge dans de centaines dédiés aux malades. Malgré les annonces des autorités fin décembre sur le renforcement de la campagne sanitaire, des médias locaux rapportent 351 décès et près de 9000 des cas actifs
dans tout le pays. Lors de sa visite au centre, Sylvia Mazebo, la ministre zambienne de la Santé, a exprimé sa compassion en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles, soulignant le risque de contracter la maladie. Et en Tanzanie, au moins 21 morts dans l'effondrement d'une mine d'or. Oui, Amina, au moins 21 mineurs ont été tués et plusieurs autres sont portés disparus après l'effondrement samedi dernier d'une mine d'or dans le nord de la Tanzanie, ont annoncé les autorités locales. La mine s'est effondrée à 5 h du matin, heure locale, en raison des fortes pluies qui ont touché la région de Simiyu, a expliqué la commissaire de la région Yahamach Mayanda, faisant savoir que les mineurs, dont le nombre exact n'était pas établi, ont été envahis. Selon le même responsable, les efforts visant à récupérer d'autres corps qui ont probablement été piégés dans la mine effondrée située dans le district de Biriadi étaient entravés par des fortes pluies persistantes. La plupart des victimes sont des jeunes mineurs âgés de 25 et 35 ans, a-t-il indiqué. Et enfin, CAN 2023, les Ghanéens surpris par la défaite contre le Cap-Vert. Le Ghana a raté son entrée dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de football en se faisant battre par le Cap-Vert de buts à 1. Les Black Stars n'ont pas convaincu leurs supporters qui ne cassent plus leur déception. Le Ghana est excitant avec une défense fébrile encaissera le premier but à la 17e minute par Juninho Moterio. Les supporters ghanéens restent optimistes et à la 60e minute, explosion de joie dans les fans jaunes. Le Ghana est égalisé, mais le Cap-Vert reprendra l'avantage dans le temps additionnel et l'emporte 2 buts à 1. Les supporters espèrent que les Black Stars feront mieux lors de la deuxième journée face à l'Égypte, finaliste de la dernière édition, tenue en échec lors de la première journée par le Mozambique, 2 buts partout. Alors, merci à vous. Et merci Amina et merci aussi à nos amis téléspectateurs de la Presse Afrique TV HD. Et c'est ce qui met fin à ce journal TJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et sur presseafrique.com.